Bien, bonjour à tous. Je crois qu'il est 13h10, donc je vais pouvoir démarrer. Je commence par un petit sondage, parce que j'ai le choix entre faire du PowerPoint ou faire de la démo, et pour vous montrer plus l'outil que des PowerPoint. Dans la salle, qui est-ce qui préférerait voir du PowerPoint? Est-ce que vous pouvez me lever la main? Qui est-ce qui veut voir un outil en live qui fonctionne, qui marche? Ok. Qui est-ce qui est plutôt business, décideur, métier dans la salle? Et qui est plutôt tech, dev, infra? Ok, donc on est d'accord, c'est quand même vachement plus sympa d'avoir des outils qui marchent en live. Je vais quand même vous montrer grosso modo l'idée d'AppDynamics derrière. Je vais essayer d'être rapide sur la partie PowerPoint et je vous montrerai assez vite ce que ça donne dans la réalité, un outil comme AppDynamics dans le cadre de la gestion de la performance cloud. Bon, ce qu'on constate grosso modo, et je pense que vous êtes plutôt d'accord sur ce que vous voyez, c'est que d'applications monolithiques, on est passé de plus en plus à des applications distribuées. On parle des microservices, on va commencer à appeler des API externes. On a de plus en plus de dépendance vers des outils externes. Et on a voulu rajouter par-dessus ça de l'agilité, des itérations courtes au niveau du développement. Et on a le choix aujourd'hui sur du cloud privé, du cloud public. Et il va falloir penser cette migration, la préparer correctement, avoir le maximum de confiance pour pouvoir déployer ça assez rapidement et surtout de ne pas avoir d'impact métier sur le business et de ne pas échauffer les équipes plus que nécessaire. On a fait un rapport avec IDC. D'ailleurs, si vous voulez voir le rapport, en partant, il y a un QR code que vous pouvez flasher. On a posé la question, c'est quoi principalement ce qui vous intéresse dans la migration cloud? C'est de la réduction des coûts, gain de temps, amélioration de l'expérience client, réduction des frictions, on va dire, sur la partie technique. Malgré tout ça, on a quand même, selon le rapport que l'on a fait et les questions qu'on a posées, on est grosso modo à 19% des entreprises qui ont migré les applications les plus critiques dans le cloud. Disons que c'est assez difficile, il n'y a pas vraiment de méthode. On sait que la migration, il va falloir faire un certain nombre d'étapes avant. On pense la migration comme un processus en soi. Il y a en réalité bien plus de choses à prévoir. Il y a la planification. La planification, ça va être quelles applications on migre. Est-ce qu'on baseline, est-ce qu'on anticipe l'expérience utilisateur avant la migration pour vérifier qu'elle est correcte ensuite et qu'on atteint les objectifs que l'on s'est fixés. Et ce processus-là est tellement long finalement que si on veut le réussir, ça peut avoir un impact. Alors il y a différentes parties dans l'entreprise qui vont être intéressées par cette migration. Est-ce qu'on va répondre aux questions de tout le monde? Et surtout, le processus complet peut être vraiment très long, surtout si l'étape de validation, où on va aller voir vraiment les métiers en disant ça fonctionne, c'est mieux, on a un vrai gain au niveau des temps de réponse, on avait un vrai gain au niveau du chiffre d'affaires. Il va falloir un outil qui nous permette d'aller montrer tout ça. Ce qu'on souhaite, AppDynamics, c'est vous permettre d'avoir le maximum de confiance dans ce processus de migration, avec, si possible, un référentiel, non pas uniquement de CPU, de mémoire, de combien d'instances je vais déployer, mais un référentiel de temps de réponse, de qualité d'expérience utilisateur qui vous permettent de faire la migration et de vérifier ensuite une nette amélioration. Avant la migration, autre petit sondage, vous connaissez tous Visio. Vous avez une application en tête, vous la prenez comme ça et vous dites qui dans la salle a un schéma Visio de son application qui date d'il y a moins d'un an? D'il y a plus d'un an? Ok. Est-ce que vous êtes certain que pour la migration, d'avoir vraiment la totalité des modifications qui ont été faites sur l'application? Alors la réponse, c'est d'avoir un outil plutôt automatique, ce qu'on appelle chez nous l'application mapping, la flow maps, donc cette carte que vous voyez ici. Je vais aller déployer des agents sur mes principaux tiers de mon application et cette carte va se construire automatiquement avec donc, tout ce que vous voyez ici qui n'est pas un rond vert, c'est un appel vers une API, un appel vers une base MongoDB, une base de données MySQL, indépendamment de la technologie. Donc les petits ronds que vous voyez à côté des ronds verts, c'est C++, Python, PHP, Java. Et cette carte va retracer toutes les interactions applicatives
sur toutes les transactions qui vont traverser l'application et vous permettre déjà d'avoir quelque chose à jour. Pour la petite histoire, on se rend chez un client, institution publique que je ne peux pas citer. On installe l'agent chez eux. Le lundi, ils ont une mise en production et on voit apparaître sur cette carte une base de données qui s'appelle développement. Ils venaient de mettre à jour leur application et ils venaient de publier une application en production avec une base de données qui s'appelait développement. Ils n'avaient pas mis à jour la base de données. Ce genre de choses, a priori, on l'aurait vu au bout de peut-être quelques heures, certainement quelques jours. On l'a vu en 10 minutes avec eux en installant l'agent. Donc, comprendre toutes les dépendances de l'application au travers d'un outil qui vous fait cette cartographie rapidement, ça va vous permettre de détailler, de comprendre où va mon application, qu'est-ce qu'elle appelle comme tiers, et qu'est-ce que je vais devoir anticiper si je veux découper, faire de la refactorisation de mon application et découper, peut-être réduire à un seul tiers ou même redécouper en microservices. Quels sont le nombre de machines, etc. Le petit chiffre que vous voyez à l'intérieur des ronds, c'est le nombre de nœuds. Donc chaque tiers représente le frontal, la partie applicative. Et à chaque fois qu'on va instancier des nouveaux nœuds, cette carte existe aussi quand on est dans le cloud, dès que vous allez augmenter le nombre d'instances, parce que vous avez un pic de trafic sur des phénomènes importants, j'ai vu un client hier qui est lié au climat essentiellement, dès qu'on a un phénomène climatique important, son nombre de nœuds va augmenter sur AWS, et on va avoir ce chiffre qui augmente, et on va pouvoir suivre la consommation et surtout l'impact. Il va falloir gérer les phénomènes de load balancing, etc. La deuxième chose sur laquelle on va vous aider, c'est, dans cette phase toujours de planification, comprendre quelles sont les ressources. Donc ce tableau, cet histogramme à droite, en vert, orange, rouge en haut, et cette courbe bleue, le bleu c'est le temps de réponse. Toutes les transactions, on va les identifier, ce sont des éléments dénombrables. En rouge, c'est les transactions lentes, en vert, c'est les transactions qui sont considérées comme normales. Et en dessous, vous avez les événements, et en bas, le nombre d'erreurs que l'on va générer à chaque fois. Si on applique ça sur CPU, mémoire, si vous ajoutez des instances, vous serez capable peut-être de réduire le temps de réponse, et on va comprendre ainsi ça va vous permettre, dans la migration, d'anticiper ce qu'il va falloir en termes de ressources sur vos machines. Les transactions métiers, on les appelle chez nous les business transactions, vous le verrez tout à l'heure en live. Sur mes transactions principales qui ont du sens au niveau métier, je les découpe, un tunnel de conversion, un processus de mise à jour de commande, etc. Je les quantifie. Le vert, orange, rouge que vous voyez, ce n'est pas un seuil statique que j'ai fixé à la main. Je n'ai pas mis 4 secondes c'est lent, 5 secondes c'est très lent. C'est nous qui avons compris que votre application elle fonctionnait toujours à 3 secondes et que dès qu'on passait à 4 secondes, on est à un écart type, 2 écarts types, on passe en lent. Et dès qu'on passe en très lent, on va passer ça en rouge. Donc le vert, orange, rouge, c'est votre baseline. Ce n'est pas ce que les métiers aimeraient que ce soit, c'est tel que l'application fonctionne aujourd'hui. Ce tableau de bord, vous le dupliquez au moment de l'arrivée dans AWS et vous avez finalement l'amélioration réelle des temps de réponse dans le temps. La deuxième partie, qui est ensuite, oui, j'ai dépensé 5 mois et demi, plus un certain nombre de semaines selon l'application. Il va falloir aller mesurer ce qui se passe maintenant dans le cloud. Donc les agents que l'on a existent sur Amazon. On va avoir la capacité de déployer ces mêmes agents et d'être capable de mesurer le temps de réponse au sein d'Amazon. J'ai tronqué, mais il existe d'autres prestataires de cloud et on existe aussi chez eux. Vous allez pouvoir valider l'amélioration de temps de réponse. Donc ça, c'est un tableau de bord qui représente globalement les temps de réponse par navigateur et qui permettent d'aller creuser jusqu'à un problème de root cause. Et un référentiel et un tableau de bord. Ce que vous voyez ici, c'est, et je vais vous montrer en live, comparer le avant et le après. Autant sur du temps de réponse, les courbes, que sur du taux de conversion. Et d'être capable de dire, bon voilà, j'ai eu un projet qui a mis un certain nombre de mois, maintenant on va valider ensemble que ça a amélioré les conditions. Je quitte ça. Alors voici un tableau de bord qui fonctionne en live. Alors je sais que j'ai essayé de régler
le projecteur. Et en fait, je m'aperçois que c'est très flou à gauche et très net à droite. On a fait un tableau de bord sur, à droite, mes transactions clés. On est on-premise. On a dit, voilà, mon application principale, j'ai mes services d'authentification, j'ai ma partie web, j'ai mon traitement des commandes, la partie transfert, etc. Voilà, dans le, alors je sais si tout le monde peut lire, Accounts Home, Research Stock. Donc ça, c'est une business transaction. C'est un parcours utilisateur principal qui est clé dans mon application. Et je vais le faire varier, non pas en fonction de la CPU, mémoire, mais vraiment en fonction du temps de réponse. Mes dégradations de temps de réponse, je vais les voir ici. Donc ça, ce sont des millisecondes. Donc on est à 5 secondes. Et de temps en temps, on passe à 15 secondes régulièrement, avec un certain nombre de transactions qui arrivent. Je vais refaire ce même tableau, puisque j'ai aussi des agents dans AWS. Chez AWS, c'est quoi la comparaison? Donc j'ai cette fois-ci dans mon data center et chez AWS, je vais voir une nette amélioration. Donc ici sur mes temps de réponse en bleu, j'ai ce que j'ai chez AWS. Donc j'ai effectivement un phénomène qui a priori se passe une fois toutes les demi-heures et qui impacte mon application au niveau du data center. Donc on peut aller creuser jusqu'à la root cause, je vous montrerai. Néanmoins, sur AWS, on a en tout cas nos étapes clés de transformation, ou les étapes clés de mon application critique vont nettement mieux par rapport à avant. Et concrètement, je suis passé sur un système un peu plus stable. Et si le tableau de bord que je vous ai montré tout à l'heure en petit, le voici en grand. J'ai fait mon tunnel de conversion. Je vois que, in fine, j'ai un taux de 37% sur mon application on-premise et j'ai un taux de 70% sur mon application hébergée sur AWS. Parce que sur AWS, mon temps de réponse moyen est autour de 400 à 450 millisecondes. Et que on-premise, j'ai effectivement ce phénomène que je retrouve avec des pics très importants de temps de réponse, ce qui fait que mon taux de conversion est quand même nettement amélioré. Alors comment je le mesure? C'est la fameuse carte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est une carte de ce que je pourrais obtenir sur AWS. Donc, qu'est-ce que j'ai installé ici? Sur mes différentes instances EC2 ou autres, mon application Java, j'ai mis 2 nœuds ici, 2 nœuds ici, 2 nœuds ici. J'ai juste installé à peu près au bout d'un quart d'heure, j'ai cette carte qui est apparue, puisque les agents ont compris qu'ils se parlaient entre eux et qu'il y avait des transactions qui les traversaient. Je traverse une MQ en haut et en bas, et je traverse pour parler au data warehouse. Et cette carte s'est construite toute seule. Et surtout, on a détecté tout de suite qu'on parlait à des services purs Amazon, donc du DynamoDB, si vous connaissez les services proposés, du S3. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, cette année, il y a eu un pic assez important d'une panne S3 aux États-Unis. Je crois que c'est Slack, il y a un certain nombre d'outils qui sont tombés. On a un client qui avait utilisé AppDynamics pour ça, et toute l'IT a été monopolisée pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et en fait, plutôt que d'y passer plusieurs jours et d'aller regarder les logs de tous les serveurs, ils se sont aperçus très très vite qu'ils avaient un problème de ralentissement important sur S3. Heureusement, ils avaient un backup sur une autre outil, ils ont pu déplacer et résoudre le problème en un quart d'heure. Ce qui aurait mis quand même beaucoup plus de temps, sans attendre la communication de la part de S3, pour aller diagnostiquer le phénomène. Alors, les ronds verts que vous voyez, on les trie par rapport au temps de réponse. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un phénomène, ici vous voyez les 250 millisecondes, je vais afficher la baseline. Ici, le pic de trafic qui a lieu entre 10 et 11 heures et entre midi et 1 heure, on le voit. On sait que tous les jours, et depuis plusieurs semaines, il y a toujours ce phénomène qui apparaît. Donc c'est tout à fait normal de voir ce pic de trafic. On a un truc un peu plus important ici. La moyenne, depuis plusieurs semaines, c'est 250 millisecondes. Avoir cette baseline avant dans votre infrastructure et l'avoir ensuite sur Amazon, ça vous permettra de comparer si effectivement il y a une amélioration ou un net ralentissement. Et le nombre d'erreurs est indiqué à droite.
Le rond vert va se colorer en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Donc dès qu'on a un phénomène de ralentissement dans un de ces nœuds, on va pouvoir aller creuser pour comprendre ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe pour qu'on comprenne 250 millisecondes? On prend des snapshots. Chez nous, un snapshot, c'est comme une voiture qui passe trop vite à côté du radar. Les 250 voitures qui sont passées en dessous de la limitation de vitesse, aucun problème, on les a toutes mesurées. On sait qu'elles ont mis moins de 130 km, elles ont passé à moins de 130 km/h. Par contre, celle qui est passée à 145, tiens, celle-là, on l'a mesurée et en plus, elle est vraiment trop rapide. Chez nous, c'est un snapshot. Toutes les transactions qui sont passées ici, les 13 000, on les a toutes mesurées. On sait qu'en moyenne, c'est 280 millisecondes et on sait qu'il n'y a pas de problème de phénomène de ralentissement. Par contre, il y en a quelques-unes qui ont dépassé. Qu'est-ce qui a posé problème à ce moment-là? Est-ce que c'est lié à mes instances Amazon S3? Est-ce que c'est lié à mon code, à une requête en base de données? Je vous donne un exemple ici. Alors on va en prendre une qui a un phénomène de ralentissement, 625 millisecondes. Je suis au-dessus des 250 habituels. J'entre dans le snapshot. On recrée cette carte. Carte que vous auriez très bien on-premise, qui vous permettrait de savoir que déjà on-premise, vous avez une base de données qui est régulièrement lente et que peut-être qu'avant de la migrer, il va falloir au niveau développement commencer par améliorer peut-être les requêtes vers cette base de données. Donc sur cette carte, il y a drill down. Donc déjà, sans forcément être développeur, je peux voir que mon temps de réponse, le execution time en haut à gauche, c'est 635 millisecondes. Donc cette transaction unique qui était un research stock sur la partie cloud, c'est la business transaction. J'ai perdu 630 millisecondes et a priori, donc mon application interne, parce qu'en plus là c'est une application mixte, c'est-à-dire que j'ai mis du on-premise sur AD Financial, qui est une autre application, mais elle fait appel à une application cloud qui s'appelle AD Financial Cloud. J'ai perdu 600 millisecondes au moment où mon application interne a appelé ce cloud. Et a priori, sans forcément aller trop loin, je pense que c'est quand j'ai appelé DynamoDB que j'ai perdu 400 millisecondes. Donc si j'ai quelque chose à corriger, c'est a priori plutôt à ce niveau-là. Et en plus, dans mon risk processing, j'ai eu une erreur. Donc j'ai un drill down, j'ai fait plusieurs appels. Je vais aller voir l'erreur qui s'est produite dans risk processing. Donc j'ai la pile de code qui s'est produite à ce moment-là. Et si je veux aller voir l'erreur, elle est ici. Bon, on ne va pas prendre le temps de la lire, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'une erreur Java, mais a priori, je suis allé capturer l'erreur Java dans le contexte de la transaction. Et j'ai bien vu que, oui, j'ai eu une erreur, mais a priori, ce n'est pas elle qui a posé problème au niveau du temps de réponse. C'est plutôt au moment où j'ai appelé le service S3. Dans mon code, que ici, alors je vous la fais courte, mais j'ai eu la petite barre rose m'indique qu'au niveau interne de Java, j'ai eu un ralentissement, un thread qui a attendu que le service, appelé par cette ligne de code précise, vous avez même la ligne de code avec laquelle le problème s'est produit, 1476, dans ce fichier. On a appelé Amazon Web Services et on a perdu 70% du temps de réponse. C'est ici qu'on a perdu du temps et c'est comme ça qu'on va pouvoir diagnostiquer. Et là, a priori, j'ai peut-être intérêt à aller sizer un peu plus ce qui se passe sur S3. J'ai peut-être intérêt à ajouter des ressources. Il y a un autre phénomène. J'ai fait beaucoup d'audits par le passé pour un géant d'intérim que je ne peux pas citer, mais qui a eu des problèmes de réseau. Je pense que dans la migration cloud, c'est un des phénomènes à prendre en compte, c'est que vous éloignez l'application. Vous allez avoir une partie encore on-premise, peut-être des ressources LDAP, etc. Mais vous allez éloigner l'application de ces ressources et vous allez avoir forcément des phénomènes de ralentissement. Alors comment le réseau impacte ça? C'est la question. On a un onglet ici qui est Network Dashboard, qui est la même chose que cette carte tout à l'heure qui était applicative, mais on a ajouté au milieu toutes les transactions réseau que l'on va voir. Et si on a eu, donc là on a la bande passante consommée globalement
par toutes ces machines. On a les pertes de paquets. J'ai un lien d'un opérateur qui a le nom d'un fruit. Je commence à passer par cet opérateur pour appeler mon application dans le cloud. Il se trouve que j'ai des phénomènes de bande passante dépassés, j'ai des pertes de paquets, je les graphe ici. Comment on va instrumenter ça? Parce que ça, c'est ce qui est installé directement dans le cloud. On met un agent aussi sur mon serveur. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller demander à Amazon de m'envoyer des paquets, d'aller faire tourner des Wireshark, etc. Directement au niveau de mon serveur, j'ai un agent que l'on a écrit en C. Alors pour le coup, il est sorti il y a peu de temps, donc c'est assez récent. Et je vais tracer que quand j'appelle DynamoDB, j'ai des requêtes TCP qui partent. Et sur ces requêtes TCP, j'ai plusieurs sessions qui sont ouvertes, port 443 a priori, et, pardonnez l'effet loi de Murphy et l'effet démo, j'ai pas de métrique ici, mais toutes les latences réseau. Donc la latence réseau, quand je suis dans mon data center et que j'appelle le cloud, je peux me payer 20, 40 millisecondes, 50 millisecondes selon le traceroute qui est entre les deux et selon les tiers par lesquels je vais passer. C'est pour ça qu'il y a des solutions, que c'est peut-être Intercloud, ce genre de société, qui va aller essayer de réduire au maximum cette latence. On va ici la mesurer pour savoir si est-ce que mon problème est applicatif quand j'ai appelé mon DynamoDB et que j'ai ralenti, ou est-ce que mon problème c'est dû au réseau interne de chez Amazon, ou même à mon appel depuis mon data center vers chez Amazon. Et tout ce que vous voyez ici, les petits TCP, c'est une connexion directe. J'ai mes autres applications ici. Et ici, je vais passer, ça c'est mon application on-premise. Ici, je passe par un firewall ou par un proxy. Donc même chose, je vais voir toutes les transactions qui vont passer par ce firewall. Et donc j'ai évidemment les problématiques réseau avant le firewall et après le firewall. On a inventé un sigle qui est le PIE, qui ne veut pas dire TART, mais qui veut dire les Performance Impacting Events, qui sont les phénomènes de saturation des cartes réseau, soit côté client, soit côté serveur. Donc client 0 window, TCP 0 window. Tout ce que je vous montre, de la mesure end-user experience, de la mesure de code, de la mesure réseau, c'est pour construire des tableaux de bord, pour aller montrer ensuite au métier qu'on a une amélioration, pour qu'eux puissent le valider, pour que vos équipes, autant Ops que Dev, soient capables de diagnostiquer des problèmes de ralentissement, même si c'est complètement invisible dans le cloud. Et sur la partie réseau, sans faire du diagnostic pur réseau, il faudrait commencer à capturer des paquets pour comprendre ce qui se passe vraiment. Néanmoins, c'est pour faire ce qu'on appelle nous le triage, c'est que vous avez un problème, vous avez des remontées, vous avez des plaintes de vos clients. Il se trouve, vous connaissez la résistance au changement, on est champion pour ça les Français, vous avez fait tout un phénomène de migration et d'un seul coup, quelqu'un se plaint, il y a de plus en plus d'appels au support, vous dites bon bah ça y est, le problème c'est parce qu'on vient de migrer dans le cloud, on va appeler Amazon, etc. Non, je vérifie avec ça. En fait, j'ai peut-être migré un bout de code et j'ai oublié et j'ai mis une base de dev dessus, comme l'exemple que je vous citais tout à l'heure. Et dynamiquement, AppDynamics m'a vu, allez hop, j'ai fait une petite, je vois une base de données qui s'est ajoutée, c'est la base de dev, j'ai fait une erreur, je corrige. C'est pas dû à la migration cloud. Dans le phénomène, il y a une erreur humaine qui s'est ajoutée et je l'ai corrigée assez rapidement et je me retrouve dans une situation où j'ai corrigé un problème qui, a priori, aurait peut-être pris plusieurs jours à être corrigé en le détectant en 10 à 15 minutes sur mon application. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Je vous ai montré une démo, j'espère que c'était clair. Vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré ? Comme les Dynamo, comme S3, etc. Alors, ça va dépendre du type de service. Quand on est sur du MySQL, on a un agent base de données. Ce n'est pas un agent qui s'installe sur la base. Ça d'ailleurs marche autant on-premise que dans le cloud. On va simplement donner un utilisateur à notre agent et il va aller récupérer des métriques de performance, les verrous, les locks, etc. Ce qui en plus du coup va me permettre de voir une requête SQL de 5 secondes, de savoir si elle est lente à cause de la requête ou à cause de la base. Ce qui n'est quand même pas du tout la même chose. Quand on est sur du S3, Dynamo, etc., nous on va vous l'indiquer comme un tiers entre guillemets externe que l'on appelle. Donc on pourra comprendre si le problème de performance vient de là.
ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, il y a un outil spécifique Amazon qui vous permet de remonter ces métriques-là. Et on a pour projet, et j'en ai parlé tout à l'heure, d'aller remonter leurs métriques à eux, parce que nous, on n'a pas trop de visibilité ici. Ici, c'est un tiers DynamoDB. Je peux le regarder, lui, en tant que ressource que j'utilise. J'ai double-cliqué dessus et je vois bien que quand je l'appelle, j'ai régulièrement ces phénomènes de ralentissement. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur, a priori, je ne sais pas. C'est là où je peux aller diagnostiquer à partir de ces outils. Par contre, être capable de savoir que ça vient de là, c'est déjà le plus intéressant. Mmh. Alors, sur la carte que j'ai montrée tout à l'heure, il y a plusieurs cas. Ici, je suis sur des connexions directes. Je n'ai pas de rupture de ma session TCP. Je n'ai pas de firewall au milieu, je n'ai pas de proxy. Donc, je n'ai pas grand-chose à demander. J'ai installé un agent ici, je sais que je parle là. Il voit la connexion réseau, puisqu'il fonctionne au niveau TCP/IP directement ici. Donc, cette information, je n'ai pas besoin de la demander. Dans le cas où je vous ai montré tout à l'heure avec un proxy au milieu, c'est parce que j'ai un agent des deux côtés. D'accord ? Va commencer à se poser le problème, et d'ailleurs j'espère que ce n'est pas le cas, parce que ça pose vraiment problème, mais si on a plusieurs ruptures de session, une SSL, un proxy, un firewall, on va avoir le début, on va avoir la fin, on n'aura pas forcément au milieu. Par contre, on verra que globalement, quand je l'appelle, j'ai un ralentissement. D'accord ? Mais j'ai rien à demander, j'installe mon agent, a priori ça marche. Oui. Alors, la phase d'installation prend en moyenne 1 heure à 2 heures. C'est qu'on va regarder quelles sont les applications qui sont dessus. On va choisir de les instrumenter les unes ou les autres. C'est une fois que j'ai mis l'agent à l'intérieur que l'agent va faire tout le travail de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de l'application. Mais il va quand même falloir que je dise, j'ai mon serveur Windows 2IS, dessus j'ai 5 sites hébergés. Je vais quand même dire à AppDynamics, mesure celui-là et pas les 4 autres. Parce que ça va varier complètement, ça va faire changer les transactions, etc., ce que je mesure. Parce que c'est peut-être 5 sites qui n'ont rien à voir entre eux. Il y a une petite phase de configuration. La politique AppDynamics, la réflexion AppDynamics, c'est moins vous passez de temps à configurer, plus vous passez de temps à diagnostiquer, c'est que nous on a gagné, et vous aussi. Je suis ingénieur avant-vente, donc c'est une bonne partie de mon travail, la configuration et l'installation et la formation. Un projet AppDynamics de déploiement sur une application critique, en général c'est 3 jours, 3 à 4 jours, où je passe mon temps surtout à faire des tableaux de bord qui veulent dire quelque chose. Et aller montrer à tout le monde comment c'était rapide. Oui, c'est l'onglet qui est là-haut, User Experience. Alors, c'est pas à proprement parler un agent. Il y a 2 types d'outils qu'on va mesurer sur le User Experience. C'est le navigateur. Le navigateur, je vais ingérer, c'est Google Analytics ou ce genre d'outils, ben, c'est le même principe. On a un JavaScript qui va mesurer le temps de chargement de la page. Surtout, ce qui va être intéressant, c'est que on l'a fait sur Salesforce. On mesure le temps de chargement des pages de Salesforce et on est capable de dire le ralentissement, il vient du navigateur, de l'accès réseau de mon utilisateur ou de Salesforce. Donc ça, c'est la partie purement browser, ce qui fait que je n'installe rien sur la machine du client. C'est juste un script que je lui donne avec la page. Sur la partie mobile, c'est une recompilation des applications avec un SDK spécifique. Néanmoins, quand j'ai les agents chez Amazon et que mon application est utilisée par un browser et que j'ai le JavaScript, le clic de l'utilisateur, on va voir la transaction, on va savoir par quel bout de code elle est passée, par quel serveur et jusqu'à quelle base de données.
Donc on va vraiment pouvoir faire du diagnostic de bout en bout d'un problème de temps de réponse. Voilà. On n'a par contre pas de point exe, de setup sur le client. Ce serait beaucoup trop lourd souvent à déployer. Bien. Bon, plus de questions. J'ai parlé du rapport tout à l'heure, c'est un peu plus étoffé. Je suis passé assez vite. Vous avez le document qui est ici avec un QR code. Et écoutez, si ça vous intéresse, on est au 3, salon G8, et donc emplacement G8. Donc on pourra continuer si vous avez d'autres questions sur des exemples que vous avez. Merci.